Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au réseau à convolution. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau à convolution? En fait, c'est une architecture en deep learning qui va pouvoir nous permettre de travailler avec des images. Alors, ça peut être pour faire de la simple classification, ça peut être pour faire du clustering, de la détection d'objets, etc. En fait, à partir du moment où vous allez vouloir travailler avec des images, aujourd'hui, l'état de l'art, c'est le deep learning et plus précisément les réseaux à convolution. Dans la dernière vidéo, on avait déjà travaillé avec des images, on avait fait de la classification de nombres extraits à la main, mais c'est des images en fait qui sont relativement très simples à comprendre pour un réseau de neurones classique. En fait, les patterns sont assez répétitifs et assez similaires d'image à image. Lorsqu'on va travailler avec des images de chats et de chiens, les images sont beaucoup plus complexes. Le chat et le chien peuvent être dans des positions différentes, de tailles différentes, de couleurs différentes. Et du coup, pour un réseau de neurones classique, ça va être quasiment impossible d'extraire vraiment une compréhension correcte de ces images-là. Et c'est pour ça qu'on utilise des réseaux à convolution qui ont une architecture qui permet de pouvoir analyser l'image de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus optimale pour pouvoir en extraire un sens et derrière pouvoir effectuer une tâche du type classification, par exemple. Donc, la vidéo sera coupée en deux parties. Dans une première partie, on verra de manière théorique comment fonctionne un réseau à convolution. Et dans une deuxième partie, on verra comment implémenter un réseau à convolution en utilisant TensorFlow, la librairie que j'ai présentée dans les deux dernières vidéos. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai également un compte Twitter sur lequel vous pouvez me suivre et une page Facebook sur laquelle je publie des liens en rapport avec l'intelligence artificielle et l'actualité. Alors on se retrouve du coup maintenant sur QuickDraw. Donc avant de vous présenter en fait le fonctionnement des réseaux de neurones, je voulais vous montrer une petite application sympa en fait qui utilise directement en fait les réseaux à convolution. Donc là c'est QuickDraw, donc c'est une application qui est proposée par Google pour découvrir un peu en fait qu'est-ce que c'est les réseaux de neurones. Donc là l'idée c'est que c'est un réseau de neurones qui a été entraîné, donc plus particulièrement un réseau à convolution qui a été entraîné à reconnaître des dessins de milliers de personnes et qui à partir de ça va pouvoir nous proposer de dessiner quelque chose et d'essayer de reconnaître si on a bien dessiné ce dessin-là. Donc c'est parti, on va faire un petit test. Donc, dessiner un parapluie, donc ça ne devrait pas être trop dur. Je suis pas normalement très bon en dessin, mais je vois ligne. Normalement j'aurais peut-être. Je vois diamant, ou feuille, ou boomerang, ou parachute. Je vois hache, ou glace à l'eau. Ouais, je ne reconnais pas. Je vois raquette de tennis, ou pizza. Ok, il arrivera pas à reconnaître ce que j'ai dessiné. Alors je suis pas très bon non plus, donc on va faire un ongle. Je vois tuyau d'arrosage, ou cœur, ou haricot. Je vois genou. Je vois gomme, ou doigt, ou glace à l'eau, ou hache. Oh, je sais, c'est ongle. Voilà. Là, il a dessiné. Vous voyez, en fait, il a commencé à reconnaître en fait que c'était un ongle à partir du moment où j'ai vraiment tracé l'ongle en lui-même. Et donc ça, c'est typique en fait des réseaux à convolution, c'est qu'ils vont d'abord en fait analyser en fait l'ensemble de l'image, détecter les patterns qui pourraient correspondre avec un ongle dans cet exemple-là, et à partir du moment où il va y avoir en fait assez de patterns qui vont être détectés, du coup cette classification-là va prendre plus d'importance et du coup il va détecter correctement que c'est un ongle. Donc voilà. Donc là on peut le refaire une dernière fois avec une raquette de tennis. Je vois ligne. Je vois haricot, ou rivière, ou plume, ou cuillère. Je vois balle de baseball. Voilà. Donc là il n'est pas pour le moment capable de détecter que c'est une balle de tennis, enfin que c'est une raquette de tennis. Je vois ciseaux. Oh, je sais, c'est raquette de tennis. Et donc là, il a su que c'était une raquette de tennis à partir du moment en fait où j'ai commencé à tracer les cordes de la raquette. Donc en fait, ça lui a donné un indice supplémentaire. Donc il a détecté ce pattern-là qui lui a donné un indice supplémentaire sur la classification finale qui était donc du coup une raquette de tennis. Donc voilà, donc voilà, je vous invite à aller un peu tester ça. Il y a pas mal d'autres applications qui sont sympas à utiliser comme ça et qui utilisent les réseaux à convolution. Donc si vous voulez aller essayer. Alors du coup, nous, on va commencer donc sur qu'est-ce que c'est en fait un réseau à convolution. Donc pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est un réseau à convolution, il y a deux principes en fait à rajouter par rapport aux principes qu'on avait déjà vu dans les vidéos précédentes, deux principes importants à comprendre. L'idée c'est qu'on pourrait passer une heure à parler des réseaux à convolution, où je vous explique les détails d'implémentation, qu'est-ce que ça fait si on change ces paramètres là. Mais le but c'est que je vais essayer d'être assez bref pour vous donner le minimum d'informations pour que vous puissiez comprendre et pouvoir implémenter ça avec TensorFlow et les utiliser directement. Mais je vous invite bien entendu à aller voir après des vidéos plus longues qui parlent du sujet pour vraiment pouvoir comprendre en profondeur comment ça fonctionne. Donc c'est parti. Donc dans la dernière vidéo, on avait travaillé avec des images très simples. Donc c'était des images
des images de nombre de 28 par 28 pixels. Et donc du coup, ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on aplatissait en fait cette petite image-là, on l'aplatissait pour avoir un vecteur qui était de 784 pixels. Et ensuite, on classifiait ça en fait selon 10 catégories différentes. Donc mettons qu'on fasse ça pour une image de chien. Donc mettons que l'image fasse 255 par 255 pixels, donc c'est une image à peu près normale, enfin un peu petite, mais à peu près normale, et que du coup il y ait également on a trois couleurs, on a R, G et B, donc red, green et blue. Donc le problème c'est que si on aplatit en fait l'image comme ça, on va se retrouver donc avec une image de 255 x 255 x 3. Donc là, je ne sais plus si j'avais pris 250 ou 255, mais en gros ça donne environ 195 075 pixels, donc un vecteur de 195 000 et quelques valeurs. Et donc ça c'est vraiment déjà, ça commence à être vraiment énorme. Je veux dire, pour juste un réseau de neurones classique, ça fait énormément de features. Donc, mettons, on pourrait essayer dans un premier temps de réduire l'image. Donc par exemple, prendre une image de 100 par 100, donc ça fait 100 par 100 par 3 pour les trois couleurs, mais on serait toujours en fait finalement à une image de 30 000 pixels, donc du coup un vecteur de 30 000 valeurs en entrée, donc 30 000 features à gérer pour un réseau de neurones classique, donc ça fait beaucoup. Donc on peut aller encore plus loin en réduisant l'image, par exemple déjà en passant l'image en noir et blanc, comme ça on n'aurait plus le RGB, on aurait simplement une valeur qui représente le niveau de gris. Et donc du coup, on pourrait également réduire l'image, par exemple 75 par 75, donc on aurait une image de 75 par 75 par 1, et qui nous donnerait par exemple 5000 et quelques valeurs dans notre vecteur d'entrée. Donc ça serait déjà un peu plus abordable. Mais le problème, il n'est pas seulement en fait dans la taille, il est également dans la complexité de l'image à analyser. En fait, quand on analysait des images en fait simplement de nombres, les images n'étaient vraiment pas complexes, des patterns assez répétitifs entre les images. Là, on est sur des images très complexes, qui vont avoir des patterns vraiment beaucoup plus compliqués, et une architecture comme ça, en fait, simplement avec un réseau de neurones classique, ne suffira pas. Du coup, premier principe à comprendre pour comprendre les réseaux à convolution, c'est le principe de filtre. Donc en anglais, généralement, vous trouverez des références à ça, ça s'appellera kernel. Donc le principe de filtre, il est assez simple en fait. C'est plutôt que de prendre toute l'image et de l'analyser d'un coup, on va prendre des petites parties, des sous-parties de l'image et analyser les sous-parties indépendamment. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc là, on va prendre un exemple avec pour le moment qu'un seul filtre. Donc avec qu'un seul filtre, en fait, on a notre image et on commence avec un seul filtre qui va scanner en fait une partie de l'image. Il va regarder pile à cet endroit-là de l'image. Et une fois, donc là c'est un réseau de neurones, en fait c'est un mini réseau de neurones avec des poids associés, avec ces poids-là, qui va regarder cet endroit-là de l'image et qui va produire une valeur en sortie. Donc là, le filtre en sortie, je l'ai mis un peu rond, donc on pourrait penser qu'il y a plusieurs pixels, mais là il faut se dire, ici on analyse plusieurs images à la fois, on analyse une partie de l'image et on produit un pixel. Donc un pixel d'une autre image. Bon. Donc là, si on zoome un peu en fait ici c'est ce réseau de neurones-là. Donc mettons que notre filtre, ce soit un filtre de 5 par 5, donc un filtre de taille 5. Il va donc analyser 25 pixels à la fois. Ici on commence sur le haut de l'image du chat. Donc il va analyser les 25 images à la fois. Ensuite, chacun des pixels va avoir, donc là c'est un pixel, donc c'est par exemple celui-ci, c'est ici, celui-ci, c'est le pixel qui est là. Chacun des pixels va avoir un poids, donc il va avoir 25 poids, plus un byte. Donc là, vous voyez en fait que c'est un réseau de neurones complètement classique. Et chacun des pixels va être attaché en fait à un neurone en sortie, donc qui va donner une valeur. Et cette valeur-là, ça va être le nouveau pixel de l'image suivante. Donc en fait, le filtre, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se pose sur l'image, il regarde à un endroit de l'image, et il produit une valeur en sortie par rapport à ce qu'il voit. Et donc l'idée, c'est qu'on va faire ça, mais on va utiliser avec le même filtre, on va se déplacer dans l'image. On va pas, le filtre, une fois qu'il a regardé une partie de l'image, il produit un pixel en sortie, hop, il regarde une autre partie de l'image, hop, il regarde cette partie-là de l'image, et il produit un pixel en sortie. Donc vous voyez, ici il a produit ce pixel en sortie, hop, ici il produit ce pixel en sortie là. Et donc, au fur et à mesure, en modifiant, en regardant tout le long de l'image, on va pouvoir être capable en fait de recréer une image en sortie. Donc là, l'image en sortie que j'ai créée ici, c'est à titre d'exemple. L'idée en fait, c'est qu'une fois que votre modèle est entraîné, vous allez avoir des filtres qui vont se spécialiser à reconnaître des patterns. Donc c'est ce que je parlais précédemment en fait avec l'exemple sur les dessins. C'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à tracer des lignes, il y a un nouveau pattern qui a été détecté.
Donc là, le pattern, c'était pour le coup, par exemple, deux lignes, en fait, des lignes comme ça qui se suivent pour représenter les cordes de la raquette. Et quand ce pattern-là est détecté, ça pèse dans la balance pour dire que c'est une raquette de tennis. Et donc pour les chats, la détection de chats et chiens, ça sera la même chose. Il y a des filtres qui vont se spécialiser à la détection de certains patterns. Donc par exemple, il y aura ici un autre filtre. Hop, ce filtre-là, par exemple, qui lui va se spécialiser à la détection des bordures de l'image, des bordures du chat. Donc par exemple ici, si ce filtre-là, donc ça c'est un deuxième filtre avec du coup des nouveaux poids, c'est-à-dire il faut bien faire la différence, c'est que les poids qui sont attachés à ce filtre-là sont différents des poids qui sont attachés à ce filtre-là. C'est des poids qui sont indépendants. Par contre, quand on bouge un filtre dans l'image, c'est toujours les mêmes poids qui restent. C'est toujours les mêmes poids. Et donc du coup là, on peut avoir du coup un deuxième filtre qui va s'intéresser seulement à la détection de certains patterns. Donc ici, j'ai pris l'exemple que ce filtre en fait s'intéresse seulement à la détection des bordures du chat. Donc, du coup, en répétant ce principe-là plusieurs fois, donc on va créer un filtre, on va regarder dans notre image. On a un deuxième filtre qui va également regarder qui va également scanner l'image, mais ce filtre-là va scanner l'image en cherchant des patterns différents. Un troisième filtre qui va scanner l'image en cherchant des patterns différents. En répétant ce processus-là, on va pouvoir créer n nouvelles images. Donc, ici, on avait créé en fait une image ici. Ce filtre-là avait créé une nouvelle image ici. Et en répétant en fait ça pour plusieurs filtres, on va pouvoir ainsi créer n nouvelles images. Donc là, on avait une image en fait qui était par exemple 255 par 255 par 3 pour RGB par exemple. Et donc là, on va pouvoir être capable de créer en fait une nouvelle image du coup qui vont être plus petites parce que du coup le filtre, quand on va déplacer le filtre, la conséquence de déplacer le filtre comme ça va réduire généralement un petit peu la taille de l'image en sortie. Donc c'est pour ça qu'ici la taille est réduite. Et chaque filtre va produire une image. Du coup, mettons que là, de 255, on passe d'une image de 100 par 100. Donc là, je dis n'importe quoi pour les tailles. Mais l'idée, c'est que ça réduit la taille. Donc on va passer sur des images, par exemple, de 100 par 100. Et mettons qu'on avait 5 filtres. On va avoir une image en sortie de cette convolution-là. On va avoir une image en sortie de 100 par 100 par 5. Donc là, ce qu'on appelle convolution, en fait, c'est l'action de faire passer tous les filtres sur l'image. Ça, c'est une convolution. Donc une convolution, généralement, va augmenter la profondeur de votre image. Ça va réduire la taille, mais ça va augmenter la profondeur de l'image. Et chaque layer, en fait, de cette profondeur, donc chaque image de la profondeur, c'est le résultat d'un filtre. Et chacune de ces filtres, enfin chacune de ces images générées à partir des filtres va être spécialisée à la détection de nouveaux patterns. Et donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a créé une première convolution, donc ça c'est notre première convolution, on va pouvoir en recréer une deuxième. On va pouvoir recréer le processus. En fait, on va pouvoir recréer un filtre ici qui va aller scanner en fait notre image et recréer en fait un nouveau filtre derrière. Et donc l'idée, c'est que plus on va en fait répéter de convolutions, donc là on fait une première convolution, là on fait une deuxième convolution, et l'idée c'est que plus on va faire des convolutions sur nos images, plus on va être capable de détecter des patterns précis. Donc au début ça va être simplement la détection des bordures, après ça peut être la détection juste de formes plus complexes, par exemple ça peut être la détection du haut des oreilles du chat par exemple, et après plus on va aller en fait en profondeur dans le réseau à convolution, plus les filtres vont être capables de détecter des patterns précis qui vont permettre ensuite de créer une classification pour dire ça c'est un chat, ça c'est un chien. Par exemple, ça peut être un truc tout bête, ça peut être la détection au niveau du nez, de voir que les chats ont généralement un nez un peu différent, ou de voir que les chats ont généralement plus les oreilles de cette forme-là. Et donc ça, cette détection de pattern-là, elle va se faire au fur et à mesure des convolutions, que les filtres vont scanner les images, ils vont être capables de pouvoir détecter ces patterns-là. Donc l'idée, c'est que les poids de chaque filtre vont être entraînés comme un réseau de neurones classique, c'est-à-dire que là, après, là, il va y avoir en sortie une prédiction qui va être faite. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de là? C'est qu'on va appliquer une backpropagation sur nos poids pour pouvoir modifier la valeur de tous les poids, pour pouvoir entraîner les poids. Et c'est à ce moment-là que les poids vont commencer à pouvoir changer leur valeur, pour pouvoir détecter des patterns précis, pour faire en sorte que la classification soit juste, pour pouvoir réduire notre erreur en sortie. Donc voilà, ça c'était le premier concept. En gros, pour résumer,
Une convolution, c'est un ensemble de filtres qui scannent l'image pour détecter des patterns. On met plusieurs convolutions à la suite pour pouvoir détecter des patterns de plus en plus précis, pour pouvoir faire une prédiction. Et cette prédiction-là, on entraîne notre réseau de neurones et on modifie la valeur des poids pour pouvoir minimiser une erreur par la backpropagation, comme on l'a fait dans les vidéos précédentes, sauf que là, c'est sur une architecture plus complexe, mais c'est exactement le même principe. Alors le deuxième principe important à comprendre pour pouvoir utiliser les réseaux à convolution, c'est le principe de pooling. Alors pooling, ça a plusieurs utilités. Alors déjà, premièrement, comment ça marche pooling? Donc l'idée de pooling, c'est que vous prenez en fait un pooling par exemple de 2 par 2, et donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va en fait scanner en fait l'image, en fait un peu comme on avait fait avec les fils, ça va scanner en fait une image qui a été créée par une convolution. Donc par exemple ici, ça va être l'image ça va être par exemple cette image-là. Donc c'est le résultat en fait d'une première convolution. Et donc sur cette convolution-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner l'image, donc par 2 par 2 si notre pooling est un 2 par 2, et on va pour chacune des carrés de 2 par 2 sélectionner en fait le pixel le plus grand. Donc ça c'est ce qu'on appelle max pooling. Il y a aussi, vous avez d'autres types de pooling, mais là pour ce tutoriel-là, on va rester sur du max pooling. Donc l'idée c'est que ça, par exemple pour ce carré-là de 2 par 2, ça va sélectionner le pixel le plus grand, donc ça va garder simplement le pixel 62. Ici sur ce pixel-là, ça va sélectionner le plus grand, ça va garder seulement le pixel 64, etc. en fait tout le long de l'image. Donc pourquoi faire du pooling? Il y a plusieurs utilités. Premièrement, déjà ça réduit la consommation en calcul que vous allez devoir faire. C'est-à-dire que les images vont être plus petites, donc les calculs vont être plus rapides, donc moins gourmands dans la mémoire. Donc ça c'est la première utilité de faire pooling. La deuxième utilité, c'est que pooling en fait part du principe que la position en fait des patterns qui sont détectés n'a pas ou peu d'importance pour pouvoir faire une classification. Donc l'idée c'est qu'en fait ces images qui est là, c'est le résultat d'une convolution. Donc c'est le résultat en fait de la détection de certains patterns dans l'image. Et donc quand on va utiliser pooling, en fait on va supprimer des informations. Une partie des informations qu'on va supprimer, c'est les informations qui sont relatives à la position exacte des features, des patterns qui ont été détectés dans l'image originelle. Et donc à la fin, quand on va finir par faire notre classification, on sera plus vraiment capable de dire d'où proviennent les informations exactes qui ont permis de faire la classification, d'où proviennent les patterns exacts, enfin quelle était la position originale des patterns exacts qui ont permis de faire la classification. On va perdre ce genre d'informations-là. Mais on part du principe en fait que pour faire de la classification, la position exacte des patterns détectés n'a pas forcément d'importance. En fait, pooling part du principe que par exemple, mettons, je fais une détection de visage. Moi, je veux savoir est-ce que cette image-là, c'est un visage. La position exacte des yeux, du nez, donc la détection des patterns du nez, des yeux et de la bouche, n'a pas forcément d'importance. C'est vrai et c'est pas vrai, dans certains cas, ça peut avoir de l'importance de savoir faire, mais en réalité, on est capable, en partant du principe que la position n'a pas d'importance, ça marche quand même et ça marche plutôt bien, et c'est pour ça que pooling en fait est gardé sur les réseaux à convolution. Il y a de nouvelles architectures en ce moment qui ont été créées qui utilisent des choses beaucoup plus intelligentes que pooling pour pouvoir faire la classification. Je pense par exemple au Capsule Network, qui est une nouvelle architecture qui a été développée cette année. Mais voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, pooling, on perd des informations par rapport à la position exacte des patterns détectés. Ça réduit la consommation en calcul, donc ça c'est une bonne chose. Et autre chose qui est bien, c'est que ça réduit la classification, l'overfitting sur le set d'entraînement. Donc le fait en fait que vous utilisez pooling, ça fait en sorte que quand vous faites une détection, en fait votre réseau de neurones, votre réseau à convolution est moins susceptible en fait d'apprendre par cœur ce qui est détecté. Par exemple de dire simplement, moi je veux détecter ça et je veux que ce soit pile dans cette position et pas ailleurs. Je veux pas que ce soit ailleurs. Que ce soit pile comme ça. Si vous utilisez pooling, en fait, votre réseau à convolution va être moins susceptible de pouvoir overfitter et d'apprendre par cœur votre set d'entraînement. Donc voilà, ça c'est un autre avantage de pooling. Donc du coup, si on résume, pour pouvoir créer un réseau de neurones vraiment classique, un réseau à convolution classique, tout ce qu'on a besoin, c'est une succession de convolutions, de pooling, convolution, pooling, convolution, pooling. Et du coup, à la fin, on va se retrouver avec énormément de filtres qui résultent du coup de la dernière convolution, qui vont être plein de filtres, et donc chacun des filtres des images créées va être un pattern qui a été détecté qui va nous permettre de pouvoir créer cette classification. Donc à partir de l'ensemble de ces filtres détectés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aplatir ces filtres.
Donc, bouger ça. Voilà. Donc en fait, on va pouvoir aplatir ces filtres. Donc en fait, l'idée c'est comme on avait fait sur la vidéo précédente, on avait une image et on avait aplati l'image pour avoir qu'un seul vecteur. Là, on va prendre l'ensemble des images créées par la convolution et on va les aplatir en un seul vecteur. Et en faisant ça, en fait, à partir de là, maintenant, on va créer en fait un réseau à convolution classique. Donc là, on va pouvoir rajouter un layer derrière. Hop, donc ça va être un layer ici. Donc là, c'est un layer qui va être rattaché en fait au vecteur. Donc là, on va avoir un ensemble de neurones ici. Et pour chacun de ces neurones-là, on va avoir les poids comme on avait fait sur les vidéos précédentes. Et ensuite, donc là, on a du coup, à partir des valeurs de ce nouveau layer-là, on va créer deux nouveaux neurones en sortie qui vont être la valeur qui vont être deux neurones qui vont classifier est-ce que c'est un chat et est-ce que c'est un chat. Voilà, ce qu'on voit en fait, c'est qu'un réseau de neurones, c'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est en fait vraiment les deux choses à comprendre, c'est le principe de convolution, le principe de pooling, et en fait à la fin, tout ce qu'on fait, c'est d'aplatir tout ça pour pouvoir recréer un réseau de neurones classique pour pouvoir finalement faire notre prédiction finale. Donc si vous voulez comprendre vraiment plus en profondeur comment tout ça fonctionne, je vous invite à regarder des vidéos. Vous pouvez taper réseau à convolution sur YouTube. En français, si vous tapez réseau à convolution, il y a 2 vidéos, 2 conférences qui durent à peu près 1 heure, qui sont pas mal pour pouvoir comprendre les réseaux à convolution. Après, vous pouvez évidemment trouver des vidéos en anglais qui expliquent très bien le concept. Mais là, l'idée, c'était de vous donner une petite overview pour que vous soyez capable de pouvoir implémenter ça par vous-même et qu'on puisse voir maintenant comment implémenter ça avec TensorFlow.